On a tous l'impression d'être maître de nos choix, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Aujourd'hui, on va explorer ensemble les forces, souvent invisibles, qui façonnent nos décisions et, à plus grande échelle, nos sociétés. De la psychologie de la persuasion jusqu'aux grandes fractures politiques qui nous définissent, on va décortiquer ce qui nous influence et nous divise. La question a l'air simple, mais la réponse, elle, est bien plus complexe. On aime tous penser qu'on est aux commandes, que nos décisions nous appartiennent. Pourtant, des mécanismes psychologiques très subtils peuvent nous pousser dans une direction sans même qu'on s'en aperçoive. La vraie question, c'est, est-ce vraiment toujours nous qui décidons? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant de s'attaquer aux grandes idéologies, commençons par la base. Ces petites astuces psychologiques, ces techniques parfois invisibles, qui peuvent nous amener à dire oui presque malgré nous. Prenons une expérience assez fascinante menée par le psychologue Robert Cialdini. Il a demandé à des étudiants de participer à une étude. Pour le premier groupe, il a tout dit d'un coup. L'étude a lieu très tôt le matin. Pour le second groupe, il a été un peu plus malin. Il a d'abord demandé « Est-ce que ça vous intéresse de participer ?» Et c'est seulement après avoir obtenu leur accord qu'il a révélé le petit détail qui fâche, l'heure matinale. Est-ce que ce petit changement dans l'ordre des informations a eu un impact, à votre avis? Et pas qu'un peu. Les chiffres sont sans appel. Quand les étudiants se sont engagés avant de connaître l'heure, 53% d'entre eux se sont réellement présentés. C'est plus du double des 24% du groupe qui avait eu toute l'info dès le départ. C'est fou, non? Le simple fait d'obtenir ce premier petit « oui » change complètement la donne. Ce phénomène porte un nom. C'est la technique du pied dans la porte. C'est un grand classique. Le principe est simple. On commence par une toute petite requête, quelque chose de facile à accepter. Une fois que la personne a dit oui une première fois, elle devient psychologiquement beaucoup plus encline à accepter une deuxième demande, bien plus importante celle-là. Regardons un autre exemple très concret. Imaginez des bénévoles pour une association qui font du porte-à-porte. Le premier jour, ils ne demandent pas d'argent. Non, juste un petit geste simple. Accepteriez-vous de porter cette broche pour soutenir notre cause? Et le résultat de cette première approche, c'est un carton plein. 100%. Absolument toutes les personnes contactées acceptent. C'est une demande qui ne coûte rien et qui est conçue pour créer ce premier lien, ce premier engagement. Et c'est là que ça devient intéressant. Le lendemain, les mêmes bénévoles retournent voir les mêmes personnes. Sauf que cette fois, la demande est bien plus conséquente. Il s'agit de faire un don. Et là, la technique fait des merveilles. Chez les gens qui avaient accepté la broche la veille, 74% ont fait un don. Pour comparer, dans un groupe témoin qui a été sollicité directement pour un don, sans passer par l'étape de la broche, seulement 46% ont donné. La technique a quasiment doublé l'efficacité de la collecte. La leçon est claire, ce premier petit oui nous engage bien plus qu'on le pense. Bon, maintenant qu'on a vu comment un simple oui peut nous influencer, changeons d'échelle. Si ces techniques fonctionnent sur des individus, imaginez leur pouvoir sur des sociétés entières. Quelles sont les grandes idées, les lignes de faille qui nous regroupent en camps politiques qui, parfois, semblent complètement irréconciliables? Pour analyser ça, les politologues Lipset et Rokkan ont développé un concept clé, celui des clivages. Il faut voir ça comme de véritables lignes de faille, comme en géologie, mais pour la société. Ce sont des divisions profondes, historiques, qui structurent la vie politique depuis des siècles. Ces clivages sont nés de deux immenses révolutions. D'abord, la construction des États-nations a créé des tensions entre le pouvoir central et les régions, mais aussi entre l'Église et l'État. Ensuite, la révolution industrielle a creusé un fossé énorme entre les villes et les campagnes, et surtout entre les propriétaires des usines et les ouvriers. Et de toutes ces fractures, il y en a une qui s'est révélée particulièrement tenace et structurante, celle qui oppose le capital au travail. Cette division socio-économique est, en quelque sorte, devenue la colonne vertébrale de la politique moderne, et elle a donné naissance à l'axe qu'on connaît tous. Et oui, ce clivage entre le capital et le travail, c'est la matrice de la distinction entre la gauche et la droite. Fondamentalement, ce sont deux manières très différentes de voir la distribution des richesses et le rôle que l'État doit jouer dans l'économie. Au cœur de cette division, il y a une question fondamentale. D'où viennent les inégalités? D'un côté, on trouve une pensée pour qui les inégalités sont avant tout le produit de la société, des structures sociales. Et donc, le rôle de l'État est de les corriger. C'est une vision qu'on associe généralement à la gauche. De l'autre côté, on a une pensée pour qui les inégalités découlent aussi de différences individuelles, naturelles, et qu'une intervention trop forte de l'État pour imposer l'égalité serait contre-productive. Une position plus souvent associée à la droite. Ce sont vraiment deux philosophies qui s'affrontent. Alors, comment on fait ? Comment nos sociétés modernes arrivent à gérer des désaccords aussi profonds? Comment est-ce qu'on organise la coexistence de visions du monde aussi opposées? La réponse la plus répandue, c'est la démocratie représentative. L'idée de base est assez simple.
Puisqu'il est impossible de tous décider de tout, tout le temps, on élit des représentants qui vont agir en notre nom. Ce système est censé créer un pont entre les citoyens et le gouvernement pour que les différents intérêts de la société soient représentés et arbitrés. Mais attention, parce que les règles du jeu électoral changent absolument tout. La façon de voter et de compter les voix a un impact direct sur le nombre de partis politiques. Certains systèmes vont favoriser un affrontement entre deux grands partis. D'autres, au contraire, vont permettre à une multitude de partis d'exister, ce qui oblige à négocier et à former des coalitions pour gouverner. Pour finir, mettons tout ça en pratique. Prenons une ville fictive, on va l'appeler Dilemme. Elle est en difficulté économique et elle doit prendre une décision cruciale sur l'avenir de son tout dernier grand espace vert. Et à l'intérieur de cette ville, 4 visions s'affrontent violemment. Le groupe Rose réclame des logements sociaux pour répondre à la crise du logement. Le groupe Vert exige que l'espace devienne une réserve naturelle intouchable. Le groupe Gris, lui, y voit l'occasion de créer une zone industrielle pour relancer l'emploi. Et enfin, le groupe Jaune veut utiliser ces terres pour de l'agriculture locale. Chaque groupe a des arguments valables, mais leurs projets sont totalement incompatibles. La question finale est donc posée. Si on prend en compte tout ce qu'on vient de voir, la psychologie de la persuasion, les clivages politiques profonds qui nous structurent, comment une ville comme Dilemme peut-elle trouver un terrain d'entente ? Comment négocier quand les intérêts semblent irréconciliables ? C'est en fin de compte le défi permanent de toute démocratie. Merci d'avoir suivi cette analyse.